Donc, c'est parti. Alors, quel est le programme aujourd'hui? Donc, je vais vous présenter rapidement les intervenants. Ensuite, Aristide, qui est parmi nous, donc je vais vous le présenter, va faire un tour de table participatif. Donc, l'idée, c'est un petit peu de se présenter un petit peu chacun. Donc, il a une bonne façon de faire ça, donc on va le laisser faire. Ensuite, il va également continuer avec quelques conseils de Spark Lab sur le modèle économique d'un projet IoT et donc avec un user case d'un client industriel. Et ensuite, Alexandre de Winov va également donner les conseils un petit peu au format un peu Winov pour avoir un bon modèle économique pour ce projet IoT avec un user case pour un client de Smart Building. Puis après, on te laissera un petit peu de temps à la fin pour un petit moment d'échange. Donc, bon, vu un petit peu le timing, il se peut qu'on décale un petit peu. Donc, le timing et la qualité des intervenants qui vont avoir tellement de choses à nous raconter que ça va être très dur de tenir dans le délai. Donc, on va avoir cette douloureuse tâche à un moment donné, si jamais on va trop loin. Mais voilà, c'est le but aussi. Entre Aristide et Alexandre, on a deux personnes de qualité qui ont plein de choses. Puis bien sûr, c'est comme toujours, hein, c'est faire en sorte que tout le monde se connaisse. Donc n'hésitez pas à les contacter. Si vous avez plein de questions et qu'on n'arrivera pas à tout répondre, à les contacter en off et après. Non, Alexandre, je dis pas ça pour toi. Ok, donc pour ne pas perdre trop de temps, voilà, je laisse juste en intervenant donc Aristide Wolfram, qui est fondateur associé de Spark Lab, et puis Alexandre Naoun, qui est fondateur et associé ou fondateur associé tout à fait sûr de Winov. Ça va, j'ai pas fait de faute. Non, c'est bon. Ok, d'accord. Voilà, donc qui sont nos deux intervenants. Et puis voilà, donc je laisse la main à Aristide. Ok, bah merci Bertrand, merci pour l'introduction. Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans votre groupe de partage et ravi d'être là aujourd'hui pour à la fois partager un peu de choses qu'on fait et puis avoir un échange, je pense, riche et intéressant sur l'IoT. Ce qu'on vous propose pour attaquer la session, c'est de, c'est de prendre quelques notes et on va faire un tour de table. En fait, chacun va présenter un peu, va se présenter et puis va pouvoir expliquer un peu ses quelques attentes autour de ce sujet IoT et business model. On vous a juste préparé un board sur un outil qui s'appelle Klaxoon. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Toujours est-il que je vous ai mis un lien dans la discussion. Il suffit normalement de cliquer dessus. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. En parallèle, je vais partager mon écran, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble chez moi. Voilà. Donc vous devriez arriver sur un écran un peu comme ça. Donc déjà, je vous laisse tous le faire et puis me confirmer que vous êtes tous dessus. Vous avez tous réussi à vous connecter. Il va vous demander de rentrer un petit pseudo. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Idéalement, votre prénom, ça sera quand même plus simple pour nous pour animer la session. C'est bon pour moi, Julien. C'est parfait. Bon, s'il y en a un qui n'y arrive pas, qu'il se manifeste. Puis c'était à jamais. Tout de suite ou à jamais, exactement. Je vais partir du principe que c'est bon pour tout le monde. Sinon, mettez peut-être un petit message ou dites-le moi à l'oral. J'expliquerai. Donc, l'idée, je pense que vous voyez toujours mon écran. Donc, vous arrivez sur cet écran vous-même. Je vais vous expliquer juste comment ça marche et puis après, je vous laisserai remplir en autonomie les post-it. Donc, en gros, ça va être hyper simple. La seule chose, c'est qu'on s'est dit que plutôt que faire un tour de table un peu classique, on vous propose un petit exercice qui va se dérouler au travers de cette petite carte. Donc, vous aurez chacun cette petite carte ici que vous voyez à mon écran. Et l'idée, c'est simplement, bon, si vous avez une petite photo, là, moi j'ai joué le jeu, j'ai mis ma petite photo, là, comme vous pouvez le voir, qui suis-je, et puis l'idée, c'est simplement que vous remplissiez un post-it dans chacune des trois cases, donc la jaune, la grise et la bleue. La petite fleur, c'est finalement un symbole, une réussite, une action positive, quelque chose que vous avez fait,
vous avez réussi quelque chose que, voilà, une action autour de ce sujet, hein, toujours de l'IoT, des modèles économiques. Le petit caillou, c'est ce qui est le caillou dans la chaussure, c'est la difficulté, le frein, les choses, voilà, le point que vous voulez relever et qui vous pose problème quand on parle d'IoT et de modèle économique. Et puis, un rêve, votre fusée, c'est votre rêve. Qu'est-ce que vous rêveriez d'avoir autour de ce sujet? Alors moi, j'ai joué le jeu, rapidement, là, j'ai rempli pour l'exemple. Vous le voyez, je pense, sur mon écran et puis vous pourrez le voir vous-même sur le board. Et donc, pour manipuler l'outil, pour ceux qui ne le connaissent pas, hem, donc vous avez, simplement une manipulation avec la souris. La molette de la souris vous permet de zoomer et dézoomer. Le clic droit de la souris vous permet de contracter la petite main et donc de bouger l'écran de gauche à droite comme je le fais là. Et enfin, pour mettre un post-it et une idée, il suffit d'appuyer sur le bouton gris là avec le rond jaune au centre en bas. Vous voyez un petit post-it jaune qui s'affiche avec marqué idée. Et là, c'est très compliqué. Il suffit de taper avec son clavier. Voilà, on dit salut. On peut mettre si possible son prénom. Donc moi c'est Aristide en bas, comme ça on sait qui est qui. Et puis on clique sur la petite flèche verte et le post-it s'affiche au centre de l'écran. Alors parfois il s'affiche un peu en petit et avec les petites poignées bleues là vous pouvez l'étendre comme n'importe quelle forme sur PowerPoint. Et après vous cliquez dessus, vous maintenez et vous pouvez le déplacer. Est-ce que c'est clair? Il n'y a que ça à savoir. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que c'est clair pour vous? J'ai l'impression que c'est clair pour tout le monde. On va Bon, essayer. n'hésitez pas, voilà, mettez un petit commentaire ou un truc dans le chat si besoin. Donc après, vous voyez en dessous, il y a un arbre, c'est l'arbre de l'Adira. Autour de, donc vous êtes tous sur ce petit arbre et donc je vous ai déjà rentré dans les petits post-it, j'ai mis vos noms sur les cartes pour que vous puissiez vous y retrouver. Je suis pas sûr que j'avais tout le monde dans la liste des participants. Donc si c'est pas le cas, je vais rajouter, il y a une ou deux cartes vierges, je vais les rajouter maintenant, pour que ceux qui ne se trouvent pas puissent se noter. Voilà. Et donc je vous donne 3-4 minutes, vous remplissez les petites cases et après on vous fera passer un par un pour vous expliquer. Je vois qu'il y a déjà Bertrand qui est déjà actif, qui a déjà mis salut partout, c'est très bien. On peut mettre autre chose que salut, hein, on a le droit. Voilà. Je vous laisse 3 minutes, donc je vais arrêter le partage parce que vous n'avez plus besoin de voir mon écran. Donc après, à vous de naviguer comme vous le souhaitez sur le board. Et puis je vous laisse remplir. Alors tout à fait pour Christophe Chalat, ou Chalas, je ne sais pas comment on dit, je n'avais pas votre nom, donc vous y êtes pas. Donc prenez une carte où il y a pas de nom. Je pense que parmi les participants, je n'avais pas non plus Cédric Besson, qui n'était pas, je crois, dans la liste. Je vois que ça se remplit progressivement.
Allez, je vois qu'on commence à avoir des cartes remplies. Pas tout le monde, mais en tout cas une bonne partie. Je vous propose qu'on lance le petit tour de table et puis ceux qui n'ont pas fini comme ça leur laissera le temps de remplir leur petite case. Je vais à ceux qui ont terminé. Donc je tombe sur Julien. Est-ce que je peux vous passer la parole, vous présenter rapidement, puis nous expliquer en 1 minute 30 ce que vous avez rempli. Oui, bien sûr. Du coup, Julien Bertolini, je suis expert IoT chez Volvo pour la fabrication des camions. Et du coup, je m'intéresse surtout à tout ce qui est industrie 4.0, c'est-à-dire l'implémentation de solutions IoT en usine. Moi, quand on parle de modèle économique, c'est pour des clients internes, hein, donc c'est assez spécifique. Euh, ce que j'ai noté comme ma fleur, du coup, j'ai écrit d'arriver à convaincre en fait les décideurs de lancer un projet IoT sur une notion de vision plus que sur une notion de rendement financier. Parce que je trouve qu'on se focalise trop là-dessus, sur le rendement financier. Alors que si on met pas en premier focus la vision et du coup ce qu'on veut pour l'usine du futur, je pense qu'on passe à côté de belles solutions qui, au final, financièrement, sont rentables. Mais je pense qu'il faut garder cet aspect en tête de la vision et de ce qu'on veut faire, et pas uniquement se focaliser sur le rendement financier. Ok. C'est aussi beaucoup, je trouve, une habitude de nos usines, alors pour des bonnes raisons, mais ça ne s'applique pas forcément au projet d'innovation. Caillou dans la chaussure, pour moi, le souci, c'est toujours de savoir estimer les gains potentiels, parce que on raisonne beaucoup avec des ROI, des retours sur investissement. Le calcul des coûts des solutions IoT, j'ai beaucoup d'expérience en IoT, donc je suis plutôt à l'aise pour aller calculer des coûts, au moins grossiers au début, et puis on les affine, mais c'est pas tellement un souci pour moi. Par contre, aller calculer les gains potentiels, c'est souvent extrêmement compliqué parce qu'il y a beaucoup de notions à prendre en compte. Il y a des gains qu'on ne voit pas arriver, dont on se rend compte une fois qu'on a déployé les solutions. Et donc, c'est souvent un exercice assez périlleux, surtout au début des lancements, quand on est dans des stades très amont des constructions de projets. Ok. Et du coup, c'est pour ça que ma fusée, j'ai mis de savoir calculer un ROI super rapidement. Voilà, pour moi, ce serait un peu le serait le rêve. Graal. Voilà, ça permettrait d'aller très vite et de ne pas perdre de temps sur des choses moins importantes que le succès d'une solution et d'une bonne adhésion. Top. Merci Julien pour cette présentation et ces éléments. Je pense que ça reviendra beaucoup sur la table, ce sujet de ROI, je pense. Je passe la parole à Aurélien, que je vois juste en dessous, qui a l'air d'avoir fini de remplir. Oui, bonjour. Je retrouve le bouton pour appuyer le micro. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Aurélien Lambert, je travaille à Redborg Industrie à Clermont-Ferrand et je suis en charge de déployer des solutions informatiques qui comprennent l'IoT dans une usine de production. Donc pareil, au niveau j'ai plutôt des clients en interne au niveau du modèle économique. Voilà. Ok. J'ai pu mettre effectivement, donc ma fleur, c'est déjà ce que j'ai pu déjà mettre en œuvre dans l'usine de Clermont-Ferrand, c'est implémenter une solution MES, donc à l'aide d'IoT en connectant des machines de production. Et voilà, j'ai mis en place des calculs d'OI, j'ai simplifié des flux pour automatiser des flux entre différents systèmes, ce qui a permis de diminuer le nombre d'opérateurs, les déplacer ailleurs sur certains outils de production, et aussi de superviser la production dans l'ensemble. Le souci, souvent, ce que vous appelez mon caillou, ça va être souvent le change management, finalement, au niveau des opérateurs, voilà, qu'il faut effectivement parfois expliquer le pourquoi du comment, que ça va
plutôt les aider à produire mieux, plus simplement, alors que souvent, ils voient souvent les systèmes IoT arriver comme quelque chose qui va les désorganiser ou qui va les perturber dans leur travail de tous les jours. Et idéalement, voilà, ça serait d'avoir une usine complètement connectée avec tous les systèmes informatiques qu'on peut avoir dans une usine qui peuvent se parler en automatique plutôt que de souvent recopier ou encore d'utiliser du papier ou recopier des données entre les différents systèmes. Voilà. Ok. Merci beaucoup Aurélien. Et je vais remonter un peu dans l'arbre. J'ai Jérôme qui est tout en haut là, qui est, je pense, presque terminé, ou en tout cas peut-être terminé. Je peux vous passer la parole? Oui, bonjour. Jérôme Poubeau, je travaille chez Arkema et je travaille aussi pour des clients internes, soit pour nos usines ou soit pour des services qui sont en train de se digitaliser. Donc, souvent, ce que je constate, c'est que sur le plan économique, on part sur des calculs des ROI, et on s'aperçoit qu'au fil du temps, le modèle économique va être modifié parce qu'on va avoir une compréhension qui se transforme au fur et à mesure qu'on comprend la potentialité qu'on a avec la récupération des informations par l'IoT. Donc, voilà, et dans le caillou dans la chaussure, je dis un peu la même chose. Je dis qu'on a rarement une vision complète de ce que va devenir le système quand on le commence. Donc, c'est difficile de comparer ce que ça va coûter avec ce que ça va rapporter. Souvent, on a un niveau de maturité, enfin, en tout cas chez nous, on a une maturité qui est faible. Et au fur et à mesure qu'on récupère de l'information, on découvre des usages qu'on n'imaginait pas forcément dès le départ. Ok. Pas de petite fusée, Jérôme? Non, l'idée de la fusée, ce serait d'arriver à progresser dans ce partage de la compréhension des sujets IoT et des potentialités qu'il y a derrière. Ok, ça marche. Merci Jérôme. Je passe la parole à votre voisin sur l'arbre, c'est Vincent. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais. Alors, donc, moi, je travaille chez Volvo, je suis un collègue de Julien. Par contre, je suis plus dans la partie mise en place de solutions type MES dans les usines du groupe Volvo pour la partie France. Et bon, donc l'IoT n'est pas forcément une grande part de notre activité, mais on s'y intéresse de plus en plus. Et donc, je dirais que voilà, mon besoin et mon envie, c'est de rentrer dans un mode agile pour proposer plus rapidement et plus fréquemment des solutions IoT à nos différents utilisateurs en usine. Voilà, mon caillou, c'est un peu les standards internes de l'entreprise parce que nous, on est assez procédurier, voilà, on met en place des standards, des choses, et dès qu'on sort un peu du standard, ça devient vite très, très compliqué. Voilà, et ma fusée, pour moi, ça serait de disposer au sein de notre département, on va dire, d'une plateforme interne IoT pour pouvoir démontrer facilement et rapidement le bien fondé de ces solutions-là. Ok. Voilà. Merci, merci Vincent pour cette belle entrée en matière. Je propose de passer à Fabrice qui a une belle photo dans les arbres. Là, c'est la thématique, c'est parfait. Est-ce que je peux vous passer la parole? Ouais, tu peux me passer la parole. Donc Fabrice Gallet, architecte à la métropole de Lyon. Sur la fleur, enfin c'est ce qui, j'ai l'impression pourquoi nous on a besoin de travailler de l'IoT. Alors je vois beaucoup sous l'angle de ma structure à moi, de là où je travaille, mais c'est dire, moi je sais qu'on a un super terrain de jeu, quoi, avec des IoT, on peut en mettre dans la rue, on peut mettre dans nos propres bâtiments d'administration, donc on a vraiment plein d'endroits où on peut en mettre, donc ça titille en se disant il y a des choses à faire à moindre coût, je dirais, parce que si je fais le lien économique, c'est pas quand on aménage un bâtiment,
rajouter de l'IoT, ce n'est pas obligatoirement ce qui coûte cher au moment des transformations. Donc, il faut profiter de nos terrains de jeu. Truc qui me gratte en ce moment, alors là aussi, c'est lié à ma structure, c'est lié à ma personne. Je me dis, mais en fait, je ne crois pas que j'ai vraiment de projet en ce moment concerné par tout ça. C'est plutôt c'est de se dire, bon, bah, OK, je suis au courant du sujet IoT, je participe au groupe IoT. Moi, je suis plutôt loin, je ne suis pas un grand spécialiste de IoT. Mais pour l'instant, je n'ai pas de projet dans ma structure au Grand Lyon où je sais que je peux dire, ouais, il faut qu'on y aille, etc., etc. Ça, c'est un peu mon caillou. Et donc, en termes de fusée, c'est de toute façon, pour moi, le but du jeu, il est plutôt orienté données. Hein, c'est pas de la technique pour la technique. Hein, le but du jeu, c'est d'objectiver ce qu'on a, en fait. Et je trouve que l'IoT, c'est un super truc pour vraiment dire de manière très objective ce que sont les choses. Je veux dire, quand on fait des mesures à un endroit, on peut difficilement remettre en cause les mesures. À un moment donné, on ne peut pas remettre en cause les capteurs, on ne peut pas tout remettre en cause. Et c'est important d'avoir une vision objectivée des choses. Et d'un point de vue économique, parce que de toute façon, quand on a les choses d'un point de vue objectivé, ça revient toujours moins cher après quand on fait la transformation, parce qu'on est certain de ce qu'on fait. Voilà. Ok. Petit message de Timekeeper, là il reste une heure pour les deux présentations et le tour de table. Donc. On va essayer d'aller rapidement. Je vais juste passer la parole à Christophe qui a rempli et puis peut-être que pour nos amis de la DIRA, on va garder les infos, mais peut-être on vous présenterait juste rapidement. Christophe, je vous passe la parole. Oui, du coup, de mon côté, ma fleur, c'est un petit peu d'essayer de capter en fait tous les usages de l'entreprise avant qu'ils soient pris en compte par d'autres services que le service informatique qui est traité n'importe comment, on va dire. Et mon caillou, c'est un peu faire comprendre en fait que le gain n'est pas forcément uniquement financier, ça peut être pour l'utilisateur final aussi en fait, notamment en fait dans le domaine du logement social, ça peut être par exemple pour sensibiliser les personnes en fait à l'usage énergétique. Et ma fusée actuelle, c'est justement capter tous ces usages, les urbaniser et avoir monter une plateforme cohérente et évolutive en fait. Ok. Super, merci Christophe. Du coup, peut-être en 2 mots, Franck et Bertrand, vous voulez dire 2 mots sur ce que vous avez mis, même si vous êtes un peu de la maison d'une certaine manière. Oui, non, mais alors ça va être très très rapide parce que si je commence à parler, ça va durer trop longtemps. C'est juste, mais on retombe sur les éléments, c'est-à-dire que c'est le retour sur investissement, c'est quel usage, il faut que ce soit utile, il faut que ce soit partagé. Et moi, je reste convaincu, et c'est ma fusée, c'est que si on a des success stories, on arrive à expliquer, on arrive à démontrer un intérêt et à faire en sorte que tout le monde soit convaincu de lancer des projets dans ce sens. Voilà. J'espère que c'était assez rapide. Merci Franck. Bertrand. C'est rapide pour ma part, donc bon, je rejoins ce qu'avait dit Julien d'avoir finalement un board qui est, j'ai la chance finalement qu'ils ont une vision à long terme et pas forcément court-termiste au niveau du retour sur investissement. Et puis mon gros caillou, c'est finalement parfois de faire appréhender ces nouvelles technologies commerciaux qui ne sont pas forcément habitués à vendre ce type de produits connectés. Et donc bon, voilà, il faut voir comment les accompagner, ça peut être utile. Et puis après, si on avait des systèmes qui savent s'adapter à tous les besoins clients, ça serait vraiment un bijou. Okay. Merci Bertrand. Et puis dans le tour de table, il y a Pierre-Antoine et Charlotte. Du coup, de la DIRA, je vous laisse vous présenter rapidement. Ouais, en 2 mots, alors parce que nous on n'a pas forcément d'expérience directe, mais on avait eu un retour d'expérience de Conda l'année dernière sur justement une expérimentation qu'ils avaient fait à IoT et le retour sur investissement. Et ce qui était super intéressant, ça rejoint ce que beaucoup d'entre vous ont dit, c'est qu'ils n'étaient pas en recherche directement d'un ROI. Ils avaient d'ailleurs vraiment beaucoup de mal à l'estimer. Par contre, ne serait-ce qu'en équipant des fûts, parce qu'eux, ils font des joints d'étanchéité, ne serait-ce qu'en équipant des fûts avec un petit dispositif, un petit capteur, ça leur permettait de suivre les consommations, de suivre les emplacements, de suivre, en fait, finalement, de récupérer tout un tas d'informations qu'ils n'avaient pas du tout par le passé pour améliorer leur performance. Et donc, c'est finalement une fois l'expérimentation faite qu'ils ont pu découvrir les gains qu'ils pouvaient en obtenir. Donc, encore une fois, difficile d'estimer
le ROI possible, il se fait plutôt in fine et au fur et à mesure de l'expérimentation. Voilà. Je trouvais que l'exemple était intéressant. Merci Pierre-Antoine. Charlotte? Alors, moi, c'est Charlotte Bourgeois. Du coup, je suis chargée de mission à la DIRA. Et j'ai pas franchement d'expérience en IoT, très honnêtement, mais j'ai mis en place des systèmes digitaux en marketing et je rencontrais ce côté gestion de la donnée, la peur de nouveautés et de nouveaux outils qu'on peut rencontrer des fois en IoT. Donc, c'était un peu le caillou que j'avais pu rencontrer. Ça marche, merci Charlotte. Et il reste 2 personnes, je crois. Cédric, vous n'avez pas eu l'occasion de vous présenter. Vous avez mis un petit mot dans le fil. Oui, parce qu'effectivement, je n'ai pas su faire fonctionner Klaxoon. En fait, on offre des solutions effectivement d'implantation de capteurs pour l'industrie et puis d'analyse en fait des signaux qui viennent des capteurs. Et donc, je serais intéressé de savoir quand même. Alors, ça s'applique particulièrement à l'industrie pour nous, mais comment en fait, quel est le choix des capteurs, hein, donc le type de capteur et là où le lieu en fait, l'endroit où en fait on met les capteurs, parce que c'est un coût substantiel. Et puis, comme beaucoup de personnes autour de la table, comment on calcule le ROI avant même de réaliser en fait un pilote. Ok, merci Cédric. Et enfin, il y a Nayeli autour de la table qui est une collaboratrice par Club que j'ai conviée pour écouter, si tu veux juste te présenter en 2 mots. Nayeli, ton micro est coupé. Bon, Nayeli est une nouvelle collaboratrice qui pas de micro. Ça marche. Écoutez, merci à tous pour ce tour de table. Je ferai, pendant que Alexandre prendra la parole, une petite synthèse qui pourra animer notre temps d'échange, qui sera peut-être un petit peu plus court, mais qui sera basé aussi sur ce que vous avez pu déjà nous dire. Bertrand, pour les présentations, du coup, tu m'as mis en premier, c'est ça? Je t'entends pas, mais... Hop. J'ai le micro coupé, oui, donc c'est bien le premier. Ok. Donc, alors, je pense que vous voyez mon écran. Donc nous, on est en 2 mots. Donc, nous, on est SparkLab. Bertrand nous a introduit assez rapidement. On est une agence d'innovation basée à Lyon. On est 13 personnes et on est spécialisé dans la création d'offres innovantes avec l'intégration du digital beaucoup sur des clients industriels et donc souvent, c'est pas tout le temps le cas, mais souvent autour de projets d'IoT. Et donc, vous allez voir après au travers d'un cas client un sujet qu'on a pu mener récemment et qui continue, hein, puisque c'est loin d'être terminé. Simplement, dans nos métiers, on vient du monde du projet, donc c'est-à-dire que notre métier, c'est d'aider des clients à faire des projets d'innovation. Donc, on travaille, d'une certaine manière, on réalise les projets. Et puis, on a un deuxième métier qui est plutôt sur la notion de management de l'innovation. Et là, on aide à faire, on apprend, on coach, on forme, on structure, on fait de l'organisation, de la stratégie d'innovation, mais toujours autour de ce thème de l'innovation et du digital. Quelques clients, on vient plutôt avec mon associé du monde du sport, mais on a beaucoup évolué maintenant beaucoup plus dans la catégorie plutôt industrielle, donc des entreprises parmi celles que vous représentez. On n'a pas de clients ici, mais en tout cas, c'est des entreprises qui peuvent ressembler, en tout cas, je pense à des problématiques qu'on va rencontrer chez nos clients. Aujourd'hui, le thème que je voulais aborder, c'est effectivement ce sujet d'IoT et business model. Alors, c'est marrant parce qu'au départ, j'ai changé le mot business model, mais au départ, ça s'appelait IoT et ROI. Et donc, je vois que ce sujet du ROI, que vous avez beaucoup dit dans le tour de table, est un sujet partagé par plein de gens. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas les seuls, puisque c'est souvent une question qui nous est posée par nos clients.
Et nous, ce qu'on essaye de pousser, je vais presque faire une réponse avant d'avoir commencé, c'est vraiment de prendre le point, en tout cas c'est ce qu'on pense nous, en ayant une posture qu'on pourrait qualifier une posture d'entrepreneur. C'est-à-dire, et vous le verrez au travers des slides, d'avoir une approche qui est vraiment globale sur la création, d'une certaine manière, d'une nouvelle activité économique. Et pas simplement de développer une technologie ou voire même un produit, un service, un usage, mais vraiment de le prendre comme la création d'une activité économique nouvelle. Et puis je vais m'expliquer. Donc souvent, ce qu'on rencontre, nous, chez nos clients, c'est un peu ces phrases-là. Alors il y a des choses qui sont ressorties un peu dans vos verbatim, là, dans le tour de présentation. On a des gens qui nous disent, on a fait des trucs, on a fait des POC, on a fait des développements, voilà, on a prototypé des choses, mais finalement, quand on doit aller au marché, on sent ça fait des choses, mais on ne sait pas trop comment le vendre, on ne sait pas si ça intéresse des gens, on ne sait pas trop à quoi ça sert finalement. On a des entreprises qui prennent vraiment le prisme de la techno. Alors, je n'ai pas précisé, moi je suis ingénieur de formation. On est dans un groupe qui est très technique, c'est ce que nous avait expliqué Bertrand. Nous, on ne fait pas de techno. Et vous verrez dans les slides d'après qu'on s'associe avec des gens qui connaissent la techno, mais on revendique presque le fait d'être un peu sorti de la techno. Et donc, effectivement, souvent, on a des gens qui prennent le truc d'abord par le prisme de quelle technologie je vais mettre à quel endroit. Et ça, c'est souvent une fausse route. Et puis enfin, il y a cette idée, honnêtement, qui est un peu utopique parfois, voire souvent, de dire que finalement, je veux un ROI court et puis souvent, je ne sais pas le mesurer. Mais quand bien même je peux avoir une forme d'estimation, je regarde tout ce qui est ROI très court et l'expérience montre que dans l'IoT, c'est pas évident d'avoir un ROI significatif à court terme. C'est un peu les cas qu'on rencontre. Et ce qu'on dit nous, avant de rentrer dans le concret, dans le cas client, c'est que finalement, il y a 3 bonnes pratiques ou 3 choses qu'on revendique. C'est d'abord ce truc de small is big, c'est-à-dire commencer l'aventure par des petits cas d'usage, des choses simples, des choses ciblées, des choses qui apportent une valeur un peu immédiate et rapide et que les entreprises, les collaborateurs, les clients comprennent facilement pour justement être capable de générer un début de valeur. Le deuxième point, c'est que souvent, on se confronte à des entreprises qui veulent prédire entre guillemets l'avenir, ou en tout cas avec des grands plans à très long terme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser une vision à long terme, hein, c'est pas ça mon propos, mais c'est de dire que tout ça, ça se construit sous ce qu'on va appeler une construction de la stratégie, une construction du business. On développe une activité économique comme on développe un produit. Et donc, c'est vraiment avec le terrain, avec l'analyse des usages, la compréhension des écosystèmes qu'on arrive à développer des solutions concrètes qui fonctionnent et qui ont une vraie plus-value pour une cible donnée. Et puis effectivement, il faut s'aligner sur l'humain et le client. Donc le client au sens l'entreprise ou le destinataire final ou intermédiaire de la solution. Et donc l'idée, c'est vraiment, et il y en a certains d'entre vous, plusieurs qui ont parlé de culture, qui ont parlé d'humain, qui ont parlé d'organisation, qui ont parlé de process. Et le point que je voulais aussi, que je veux soulever aussi aujourd'hui, c'est que au-delà de la technologie et du business, nous, on rencontre beaucoup de problématiques d'organisation et que finalement, c'est vraiment ce fameux troisième pilier qui est l'organisation interne, la culture, qui doit se transformer et que l'IoT, d'une certaine manière, vient aussi transformer les pratiques et les usages en interne et que c'est souvent aussi par là que le sujet pêche ou en tout cas conduit à l'échec. Alors, je voulais vous parler d'un cas qu'on a traité pour un client qui s'appelle Réel, qui est un industriel de la région, enfin qui est international, mais qui a son siège dans la région lyonnaise à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, qui est une entreprise historique qui existe depuis 70 ans et son métier, c'est le levage. Donc, ils font des outils pour soulever des charges.
plein de types de charges. Leur métier de base, c'est de travailler dans le nucléaire. Ils font tous les ponts roulants pour porter les combustibles dans les centrales nucléaires depuis quasiment le début du nucléaire en France. Ils travaillent dans le nautique, ils travaillent dans l'aluminium, dans l'éolien. Ils font des ponts qui se soulèvent, donc ils font pas les ponts, mais ils font le treuil qui soulève le pont. Et donc, ils ont une grande diversité de métiers. Et ce qui est important de comprendre au début de la présentation, c'est de dire que une des problématiques de Réel, c'est que c'est finalement un groupement de plein de structures et de plein d'entreprises très silotées entre elles, parce que finalement, chaque division est un peu une entreprise à part entière. Et c'est même vécu un peu comme ça, parce qu'il y a plusieurs marques en fait. Et parfois, c'est pas le mot réel, enfin en tout cas la marque réelle qui est connue, c'est le groupe est chapeau. Et donc, le projet IoT vise évidemment un projet transversal dans un monde très siloté avec quasiment des entreprises différentes. Et puis, c'est une entreprise qui se développe bien, qui a un positionnement important et qui est très international. Puisque sur certains métiers, tout se fait quasiment qu'à l'étranger, voire dans des pays particuliers. Donc, quand ils sont venus nous voir, ils nous ont dit, mais en fait, on est perdu. On sent bien que par le digital de nos machines, dans nos machines, on peut apporter des choses, on peut apporter du service, on peut apporter des nouveaux éléments, mais on est un peu perdu. Et ça pour 4 raisons. D'abord, on fait des équipements qui sont sur mesure. Donc Réel, c'est pas du tout une boîte qui fait des équipements standardisés. Il y en a quelques-uns, mais la plupart du business, c'est sur plan. Donc à chaque fois, quasiment, caricature un peu, il repart d'une feuille blanche. Et donc, paradoxalement, pour l'IoT, ils se disaient, mais il nous faut une solution unifiée, une solution qui marche partout, parce qu'on ne va pas développer une plateforme IoT ou de l'IoT à chaque machine. Donc, il nous faut quelque chose d'assez unifié. Il nous faut de la transversalité, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'on est siloté, mais la direction générale dit, bah, moi, je veux quelque chose de très transversal. Ils se posent les mêmes questions que vous sur qu'est-ce que ça va me rapporter in fine? Est-ce que je vais gagner de l'argent avec ça? Est-ce que je vais gagner des nouveaux contrats? Est-ce que c'est plutôt une manière de vendre plus de machines ou de vendre des nouvelles choses? Et puis, il y avait une problématique d'avoir quelque chose de très opérationnel, c'est-à-dire, on veut savoir concrètement ce qu'on fait l'année prochaine. On veut des actions, on veut un plan de bataille, et que vous nous aidiez à mettre en place ce plan de bataille pour lancer des choses à court terme, concrètes, qui fonctionnent. Donc voilà un peu les quatre défis. Donc comment on répond à ça? Je l'ai dit tout à l'heure, on ne l'a pas fait tout seul. Nous, on a évidemment mené la grosse majorité des travaux, mais on s'est associé à une autre entreprise qui s'appelle Witekio qui fait des solutions IoT, qui est une belle PME, plus que lyonnaise maintenant, mais qui a des implantations un peu dans différents pays. Et donc, on a associé la partie business design, c'est-à-dire créer des offres, qui est notre métier, avec une personne, un référent technique, qui a fait en sorte que chaque proposition, chaque offre, chaque modèle qu'on a essayé de créer ait une vraie logique technique. On n'a pas à développer la solution, évidemment, dans la mission, puisqu'on était en amont, justement, on ne voulait pas investir trop de développement technique, mais il jouait ce rôle de garde-fou en disant « Attends, ça c'est possible, ça c'est pas possible ». Et donc, l'idée est vraiment de proposer une solution pragmatique et réalisable, et pas de laisser le client avec un truc infaisable. En termes de démarche, je le montre assez rapidement. C'est un projet qui a duré à peu près 6 mois, qui était donc en 2021. On a commencé, comme on le fait toujours, par aller voir des clients. On a été voir beaucoup de clients, beaucoup d'externes, plus de 40 clients différents. On a essayé de comprendre les différentes problématiques de chaque client. Et ensuite, on a prototypé des offres et on les a testées auprès de ces mêmes clients. Donc, quand je dis prototyper, on fait des applications, parfois des fausses applications, des mock-ups, des choses comme ça, pour essayer de montrer ce qui pouvait apporter de la valeur et démontrer la valeur qu'on pouvait créer. Et on a terminé effectivement par commencer à mettre des chiffres dans des cases. C'est par définition un peu faux dès le départ, mais ça nous a permis de travailler sur des hypothèses de revenus pertinentes, ou en tout cas plus pertinentes que quand on n'avait aucune donnée et aucune information, et un plan de déploiement. L'idée centrale du travail, c'est de tout miser sur le développement de la notion de valeur.
Et réel, comme beaucoup d'entreprises industrielles, très industrielles, dans des milieux très sévères, n'attendaient qu'une chose, c'est qu'on leur dise quelle techno il faut. Et on a fait exprès de pas trop vite parler de techno, mais d'abord de parler de valeur et de leur mettre en tête que l'enjeu pour eux, avant tout, c'était de développer de la valeur et de créer de la valeur pour essentiellement 4 domaines. Le client au sens l'entreprise, donc les gens à qui ils vendent les différentes machines et à terme les services associés. La valeur pour leurs opérateurs, puisqu'il y a le client, celui qui achète, mais il y a, sur le terrain, il y a des gens qui bossent avec ces machines. Donc, il faut que les services qu'on développe et les solutions qu'on développe soient utiles pour les gens. De la valeur pour eux, c'est-à-dire effectivement, est-ce qu'à la fin, ils gagnent un peu d'argent ou en tout cas, voilà, ils ont suffisamment de revenus ou de retour sur investissement pour se lancer. Et puis de la valeur pour leur organisation. Et ça, c'est vraiment un point important qui est souvent mis de côté. C'est-à-dire d'intégrer le développement d'une culture de connaissances. Donc, on a fait dans le projet des sessions d'acculturation, on a fait dans le projet des modules presque dédiés à ça pour développer la transversalité. Donc, on a fait des ateliers de travail, on les a fait bosser ensemble aussi pour que le prétexte du projet IoT fasse aussi se rencontrer des initiatives et que ça apporte des résultats. Et ce qui est assez marrant, par exemple, c'est que dans le projet, ils ont découvert qu'en fait, dans plein de divisions sur le terrain, ils avaient déjà lancé plein de choses. Et au siège à Lyon, il y en avait qui ne savaient même pas tout ce qui était fait, déjà entre eux en interne, quoi. Deuxième point, c'est illustré par ce petit graphique. La notion de valeur, il ne faut pas la prendre que sur le prisme de ce qu'on appelle la proposition de valeur ou la création de valeur. Donc, c'est évidemment le premier point, hein, c'est comment je crée de la valeur et comment je la délivre, donc mon offre, mes produits, mes services. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin que ça et donc de s'intéresser aussi aux canaux de distribution, comment je vais la distribuer. Et pas simplement de faire un produit, un service, mais encore une fois d'aller voir comment je vais délivrer la valeur à mon client. Évidemment, travailler sur les flux de revenus et les structures de coûts. Et puis, comment je vais dialoguer, comment je vais communiquer, comment je vais mettre une couche, je dirais, de marketing autour de cette offre. Parce que, il y a un moment donné, pour amener l'offre et que les clients la comprennent, il faut que déjà Réel soit capable de bien la vendre. Et souvent, on se rend compte que les entreprises travaillent sur le produit, le service, même s'ils travaillent bien dessus, mais ensuite, il y a du mal à le mettre sur le marché et à délivrer parce que c'est pas dans les pratiques habituelles des commerciaux, des forces de vente, voire même des pratiques de vente. Et donc, l'entreprise est mal à l'aise avec ces sujets IoT ou ces nouveaux sujets, y compris sur la partie vente. Et donc, dans le projet, on intègre évidemment cette notion de circuit de vente. Alors, comment ça se traduit? Alors évidemment, je ne peux pas aller dans un niveau de détail trop important parce que comprenez bien qu'il y a un niveau de confidentialité dans les résultats. Simplement, quelques éléments de cette étude. D'abord, on a essayé de montrer et de bien leur faire comprendre qu'il fallait travailler ce sujet de l'IoT comme un concept de plateforme, mais qui n'est pas que technique. Et le prisme, il était vraiment clairement en bas à gauche au départ, en disant mais dites-nous, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Et l'idée, ça a vraiment été de leur dire, il faut que ce soit vraiment un trépied équilibré entre des cas clients avec des lignes business. Vous avez plusieurs verticales business dans votre groupe, donc des cas clients clairs. Évidemment, une partie technique, c'est fondamental dans les sujets IoT, et une notion de travailler l'organisation et la culture, et de pas simplement se dire c'est bon, l'organisation classique, elle va le prendre en main, ça va bien fonctionner. En termes d'offres, là aussi, on a fait un travail qui n'était pas évident d'arriver à rendre les choses suffisamment simples et lisibles pour que toutes les strates de l'entreprise, les vendeurs, les gens sur le terrain, les différentes BU puissent s'approprier le discours et l'intention de ce qu'on voulait faire, et en même temps répondre aux besoins ou en tout cas aux sollicitations des clients et aux attentes qui pouvaient être faites. Et donc, on est parti sur un schéma qui est relativement simple, mais qui a permis de mettre en cohérence un peu les initiatives,
de dire finalement, on va commencer déjà par une notion d'instrumentation. Donc là, on est simplement dans je collecte, je restitue les données et je t'offre un service qui collecte et restitue les données. À savoir quand même que leurs machines sont déjà, j'entendais quelqu'un dire tout à l'heure, où est-ce qu'on met les capteurs? Leurs machines génèrent déjà beaucoup de données. Le principal problème, c'est qu'elles restent dans les machines et qu'elles ne sont transmises nulle part. Donc, il y a un premier niveau qui est déjà de dire comment je viens attraper ces données sur les machines et comment je viens les déposer en fonction des contraintes de cybersécurité, les contraintes de chaque client et les pratiques, comment je viens les déposer quelque part pour pouvoir en faire quelque chose. Et donc cette notion de collecter, de trier, de rendre propre en fait les jeux de données, déjà est un premier niveau de valeur à apporter au client. Le deuxième, c'est d'aller sur un niveau d'analyse, où là, on est plutôt dans regarder un peu dans le rétro, regarder ce qui s'est passé dans les opérations et dans la maintenance, qui sont quand même les deux cas les plus forts, même si on a aussi traité des cas de contrôle qualité. Mais vraiment, c'était sur la maintenance et les opérations. C'est je comprends ce qui s'est passé a posteriori, avec un premier niveau d'intelligence plutôt simple, mais qui amène déjà une forme d'expertise métier de l'entreprise réelle, puisque leur expertise, c'est de faire des outils de levage, et leurs clients, leur expertise, c'est de faire de la production d'aluminium ou de la production d'électricité nucléaire. Ce n'est pas de connaître par cœur les machines de levage. Donc là, l'idée, c'est de sortir tout un tas d'analyses, d'indicateurs clés qui servent leurs clients, mais qui vont aussi permettre de se différencier par transmettre leur savoir sur les machines et le métier du levage. Et enfin, le mieux, enfin en tout cas le long terme, ou en tout cas l'envie à long terme, c'est d'aller vers des modèles prédictifs. Mais on a très vite pris le parti de dire que c'était plus long terme, que c'était évidemment dans les objectifs, que c'était sans doute la valeur principale, c'est-à-dire d'éviter les pannes, en gros d'anticiper les événements, mais que ça nécessitait déjà qu'on ait des données, qu'on sache les traiter et qu'on sache, voilà, après probablement plusieurs années, développer des modèles fiables et efficaces. Ensuite, en termes d'offres, comme vous l'avez compris, il y avait vraiment une problématique de hyper standardisation sur certaines parties générales et hyper personnalisation parce que chaque métier est tellement différent, chaque client est tellement différent et en plus la culture de l'entreprise est dans le sur-mesure perpétuel qu'on a essayé on était vraiment un peu dans le grand écart entre deux mondes. Et donc le parti pris, ça a été de dire que l'offre, d'un point de vue marketing, c'est une sorte d'app store, de galaxie d'applications IoT, avec une première couche d'applications standards qui répondent à des use cases qu'on va retrouver dans les différentes BU. Donc des use cases autour de la maintenance, autour des opérations, c'est-à-dire que toute l'analyse client qu'on a pu faire nous a permis de faire ressortir des besoins qui étaient des besoins communs. Donc on a essayé de créer des produits IoT communs. Et la partie logicielle, telle qu'elle est pensée, doit nous permettre de customiser les apps et donc réel aussi en forme d'autonomie, le BE et l'IT chez réel en autonomie, dans les BU, dans les verticales métiers, soit capable de proposer des indicateurs, des écrans, des nouveaux capteurs, des systèmes de monitoring un peu différents, dans le cas où ça va servir une verticale métier plutôt qu'une autre. Et enfin, on vient rajouter, et là c'est plutôt du standard aussi, toute une notion de support client, puisque réel a voilà, dans certaines BU pas mal de support client, mais rien qui est aujourd'hui vraiment digitalisé. Et donc dans tout ce qui est support client à distance, plutôt que de prendre l'avion et d'aller en Finlande ou d'aller à Dubaï sur les lignes d'aluminium, de pouvoir faire du support digital à distance, ça faisait partie de choses qu'on pouvait rajouter assez facilement et assez rapidement. Voilà pour les offres. Pour les modèles de revenus, donc encore une fois, sans rentrer dans tout le détail, on est parti sur deux hypothèses et deux manières de travailler. Sur la partie, je dirais plutôt analyse que vous avez vu tout à l'heure, on est plutôt sur un modèle type SaaS, donc ça c'est assez classique, mais qui est maintenant bien diffusé dans ce type de solution et qui est plutôt bien accepté par leurs clients. Sur la partie plutôt je restitue les données, je les collecte et je les restitue, là on
on a plutôt acté, et c'est plutôt ce qui est en train de se passer, le fait que c'était difficile honnêtement d'aller chercher des revenus directs, c'est-à-dire de vendre directement cette prestation, mais que plutôt dans les renouvellements d'appels d'offres, ça pouvait être une plus-value dans la vente de machines. Donc c'est plutôt sous cet angle d'attaque-là que c'est géré aujourd'hui. Donc c'est pas une vente entre guillemets, c'est pas un abonnement, ou en tout cas si c'est le cas, c'est vraiment symbolique par rapport au prix de ces énormes machines qui coûtent plusieurs millions d'euros chacune. Mais on va plutôt dans une stratégie d'aller soit garder des marchés dans les renouvellements d'appels d'offres, soit conquérir des nouveaux marchés face aux concurrents. Plutôt dans une approche différenciation concurrentielle. Sur le pricing, pour les versions par exemple en SaaS, ça c'est quelque chose d'assez général qu'on propose souvent parce que c'est pas évident d'estimer le prix d'un service IoT sur un marché ou en tout cas une proposition de valeur qui existe peu sur un domaine particulier. Donc on propose une approche qui est basée sur 3 informations que l'on vient croiser. D'abord, on essaye de benchmarker donc de regarder ce qui se passe dans des industries, si possible un peu similaires, et d'essayer de voir quels sont les niveaux de prix acceptables. Donc là, par exemple, on a beaucoup regardé ce qui se passait dans les machines. Il y a des machines qui sont louées, par exemple des nacelles, des chariots élévateurs. Voilà, il y a des industries sur lesquelles c'est un petit peu plus avancé. Et donc, on a des premiers niveaux de prix qui nous permettent de dire, tiens, voilà, des clients, des industriels sont prêts à payer à peu près ce prix-là mensuel pour avoir tel niveau de service. On a évidemment, je ne sais plus qui a précisé tout à l'heure, moi je suis capable d'estimer les coûts très vite. Ben, on a évidemment toute la partie coût qu'on peut évaluer en amont. Et puis, là, c'est plus dans la partie test marché qu'on a pu mener. On essaye de tester des hypothèses de prix et on voit la réaction des clients. Et donc, quand on concatène toutes ces infos, on arrive grosso modo sur un prix cible qui est une estimation et une hypothèse, mais qui permet de commencer à poser des estimations de ROI dont vous parliez tout à l'heure. Je vais passer assez vite parce que je vois que le temps tourne. Je vous ai mis 2 slides un peu techniques parce que je savais que j'étais dans un monde un peu plus technique, mais simplement pour dire que le principe, c'est de partir sur une plateforme cloud pour les clients qui l'acceptent. Et comme on est sur des secteurs, par exemple dans le nucléaire, très contraints où il n'y a pas de connectivité, on a aussi pris le parti de développer des solutions on-premise, c'est-à-dire directement sur les équipements et en local chez les clients. Et donc pas de connectivité, pas de cloud. Et donc ça, c'était une des difficultés aussi à certains moments du programme. Sur la connectivité, on a une approche aussi, c'est un peu la même chose, hein, c'est de dire il y a un peu 3 niveaux, avec ce niveau directement sur les machines en edge, avec des data loggers en edge, et puis des choses chez les clients, donc en local, et un service plus élaboré, mais que certains clients ne souhaitent pas avoir en cloud. Et puis, dernier point, donc sur la partie organisation, la notion de, en tout cas dans cette entreprise, c'est comme ça que ça fonctionnait bien, de dire on va créer une team plutôt digitale, plutôt transversale sur le digital, sur l'IoT, avec des gens qui sont plutôt là à penser l'offre, donc plutôt sur des métiers du marketing et de la mise sur le marché, qui sont les leaders, en fait, des business leaders digital, et qui vont s'appuyer sur des ressources plutôt centrées data, et qui ne sont pas les mêmes que les ressources IT, mais qui vont collaborer avec les ressources de la DSI et de l'IT du groupe, et des ressources plutôt commerciales un peu dédiées, puisque j'expliquais pardon, tout à l'heure que la partie vente est vraiment fondamentale. Et l'idée, c'est vraiment que ce groupe-là, ce soit un facilitateur pour que les BU, donc aluminium, aéro, machin, là qu'on voit à droite, soient autonomes, donc les BE des BU soient autonomes pour customiser les solutions IoT aux besoins de leurs clients, donc au plus près des besoins de chaque client. Voilà. Bon, ça, je vais passer vite parce que c'est plus pour terminer, mais l'idée, c'est vraiment de dire que le principe, c'est de commencer par des cas simples et d'élargir après. Pourquoi? Pour baisser le niveau d'incertitude des projets, puisqu'au début, on ne sait pas si ça va fonctionner, et c'est un peu inhérent au projet IoT. Et donc, c'est un peu la démarche qui est en bas,
Donc, commencer rapide et puis s'intéresser vraiment au terrain et aux personnes, je dirais, qui savent un peu ce qui se passe en vrai sur le terrain. Voilà, je suis désolé, j'ai terminé un peu vite, mais j'ai vu que le temps coulait. Je m'arrête là. Merci Alexis, et merci d'avoir accéléré un petit peu pour laisser aussi un peu la place à Alexandre. Tout à fait, ouais. Bonjour. Je propose de switcher directement sur Alexandre et puis on se gardera de quoi discuter ensuite. Je vais partager mon écran. Attendez. Écran partagé. Attendez, hop. Hop, je vais remonter, je suis désolé. Vous voyez mon écran? Oui. Il me reste combien de temps? 25 minutes. S'il y a des gens qui peuvent rester après. Ok. Je ne vais pas faire de redite ce qui a été dit. Je souscris totalement aux messages qui ont été passés. Donc, je pense que c'était extrêmement bien présenté et je n'aurai pas autant de détails. Donc, je pense que je vais pouvoir me concentrer finalement un peu plus sur improviser un peu plus et puis se concentrer un peu plus sur les questions que vous avez mises dans l'arbre au départ, peut-être pour gagner un petit peu de temps. Donc déjà, je voulais vous prévenir de ça, c'est important. Voilà, je suis désolé. Voilà, donc voilà, moi je suis le fondateur en 2006 d'une entreprise qui s'appelle Winov Performance. Donc on a un métier, pendant un moment, on avait des métiers qui ressemblaient beaucoup à ce que fait Spark Lab, avec en plus de la gestion complète de projet. Donc on prenait en charge complètement les projets de développement avec des chefs de projet. On a pas mal changé en fait depuis le temps et en tout cas, pour l'IoT, c'est quelque chose que moi j'ai découvert en 2011 à travers l'accompagnement d'une entreprise qui était la première intégratrice de produits Sigfox, au moment où ça démarrait. Et on a créé un certain nombre de BU en fait depuis 2006 chez des clients, pas forcément dans le digital, des fois dans des digital, c'est depuis 2015 à peu près vraiment massivement. J'ai participé moi personnellement à peu près à un peu plus de 400 missions de conseil, d'accompagnement de projet en innovation. Voilà. Ensuite, je vais avancer. Donc, je ne vous présente pas mon associée, elle n'est pas là. Donc, elle s'appelle Caroline. Donc, moi, je suis plutôt l'ingénieur, elle est plutôt la marketeuse. Et en fait, on a mis au point un certain nombre d'outils, notamment des outils de la région d'accompagnement des entreprises du programme Ambition PME et encore d'autres différents outils. Je ne vous ai pas dit pour qui on travaillait. Aujourd'hui, on travaille pratiquement plus que pour des ETI et des grands groupes. Et je vous présenterai assez succinctement, en fait, sans trop nommer les choses, un cas qu'on a traité dans cette présentation. Voilà. Alors, je ne vais pas vous faire trop de théorie, et puis en plus, elle sera moins bien présentée certainement que celle qu'a présentée Spark Lab avant. Déjà, pour parler un petit peu de choses que moi j'entends depuis des années, notamment certaines petites confusions, des fois un manque de pragmatisme, de réalisme sur ce que c'est que la demande, le besoin, parce que finalement tout part de là. Et je ne ferai pas de différence dans ma présentation entre les gens qui ont un besoin interne et un besoin externe. Je ne suis pas sûr qu'en fait, en termes de méthodologique, ça change grand-chose en fait de savoir où est la frontière de l'entreprise et on pourra en parler après. Donc, du coup, les méthodes sont assez universelles. Donc là, c'est un petit clin d'œil, c'est le lapin de Nabastag, c'était considéré par certains comme le premier objet connecté grand public. Et personne n'a trop compris à quoi ça servait d'ailleurs, mais c'est un bel objet de collection. Il a les oreilles qui bougent et puis quand il faisait pas beau, il changeait de couleur, etc. Donc c'était assez rigolo. Nabastag, ça veut dire lapin en arménien. J'ai accompagné des délégations il y a quelques années, je ne le fais plus au CES Las Vegas, et donc je suis retombé sur un petit ouvrage qu'on avait rédigé à l'occasion d'une visite avec la région Languedoc-Roussillon, et il y avait un certain nombre d'innovations assez sympas qui étaient des awards du CES, et à ma connaissance, aucun n'existe plus. Ça peut paraître négatif de dire ça, mais en fait, ça n'a pas donné lieu à des produits, mais ce n'est pas inintéressant pour autant. Alors, il y a juste Klaxoon. Alors, ça tombe bien que ça a été utilisé avant, parce que je suis aussi utilisateur. D'ailleurs, la plateforme, elle est extrêmement bien, et moi aussi, je vous la conseille. Mais Klaxoon, au départ, n'avait pas tout à fait démarré avec le même modèle économique, mais plutôt avec un petit boîtier de vote en fait, qu'on mettait dans les salles. Alors, ce n'est pas qu'à cause du Covid que ça a changé, mais la généralisation des outils digitaux a fait que ça a changé. C'est un cas assez intéressant, mais ils ont réussi à pivoter
ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Moi, je trouve que c'est important de parler de cette histoire de besoin et de demande, même si ça peut paraître un peu théorique. Mais j'entends souvent des gens me dire la technologie, ça crée le besoin. Et c'est marrant parce que moi, sur le terrain, je n'arrive pas trop à observer ça. Donc, en théorie, on me dit, bah voilà, il y a un besoin, on amène une solution, ça crée une demande. Ça, c'est ce que disent les bouquins. Ce n'est pas forcément ce que pensent les gens. Et je pense que ce que pensent les gens, ça traduit plutôt ce qui est à droite. Quelque chose dans une problématique pratique, en fait, c'est que effectivement, des technologies vont faire émerger les besoins. Alors, l'IoT, c'est un super exemple. Moi, je ne vous compte pas entre 2017 et 2020 le nombre de boîtes industrielles qui m'ont dit, ou des chefs de projet ou des responsables m'ont dit, bah, le PDG nous a fait une conférence et il nous a dit qu'il faut mettre de l'IoT partout. C'est assez hallucinant. Et en fait, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Donc, il y a une notion, comme dans les vêtements, dans la technologie, des notions de mode. Moi, je fais de l'innovation depuis, c'est la 20e année. J'ai connu la mode des nanotechnologies, la mode de la robotique, 2 fois la mode de la robotique, 3 fois même peut-être. Et donc, les drones, enfin, des millions de trucs qui reviennent sans arrêt, et qui repartent, qui reviennent, etc. Et je ne dis pas ça de manière négativement, je pense que c'est intéressant parce qu'à chaque fois, ça amène quelque chose en fait aux gens qui reçoivent ça. Ça ne donne pas forcément lieu à beaucoup de business derrière, mais ça va créer une illusion de besoin. Et puis, ça va permettre de faire maturer le besoin, j'y reviendrai après, avant de faire émerger d'autres solutions. C'est ce que j'ai mis à droite, solution 1, 2, 3. Et finalement, tout ça mature et finit par créer une vraie demande. Et en fait, le besoin, il est fonctionnel. La demande, elle est pour une solution. On demande à répondre à un problème. On a besoin de répondre à un problème, mais on demande une solution qui y répond. Donc ça, c'est pour moi hyper important de ne pas faire cette confusion-là, parce que ça finit par poser beaucoup de problèmes. J'ai pris un exemple qui n'est pas mon exemple d'aujourd'hui qu'on a traité nous, mais c'est un exemple que j'ai vu en tant qu'expert auprès du pôle immunologique. J'ai expertisé des dizaines et des dizaines de dossiers. Et donc, parmi les vagues de technologie, il y a celle du LiFi. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, LiFi, c'est un mauvais terme en plus parce que c'est une spécialisation d'une technologie, d'un ensemble générique de technologies qu'on appelle Visible Light Communication. Donc, comment est-ce qu'on peut communiquer avec de la lumière visible? Le LiFi, c'est, on va dire, un terme marketing pour dire avec la lumière, je peux faire du haut débit et je vais aller titiller un peu le Wi-Fi avec ça. Et donc, vers 2015, j'ai vu émerger, notamment chez un fabricant de composants électroniques qui s'appelle NXP, c'est un petit, des projets incroyables. Et puis, il y a eu des startups qui sont associées à eux sur le LiFi. Et puis, depuis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je n'ai pas vu la disparition de nos bornes Wi-Fi dans tous les bâtiments, comme ils me le prédisaient dans les dossiers. Ça a finalement pas eu ce succès-là et c'est devenu quelque chose qui est assez appréciable dans le monde de la grande distribution. On utilise ce système-là à travers les éclairages par LED dans les supermarchés, les hypermarchés pour remettre, par exemple, à jour des étiquettes de prix à distance. Donc ça, c'est vraiment, on parlait tout à l'heure de quick win, de choses rapides à mettre en place. Ça, on va dire, c'est relativement rapide à mettre en place. Et l'effet, il est massif et le ROI, il est facile à calculer. On reviendra aux histoires de ROI, évidemment, c'est important. Mais au final, ce qui est important, ce n'est pas de se dire que c'est triste que les gens du LiFi qui ont mis des millions dans des composants, finalement, ne sont pas encore rentrés dans leurs frais. Mais par contre, chez beaucoup de gens qui ont testé, qui se sont documentés, qui ont fait des preuves de concept, ça a amené pas mal de choses. D'abord, des espoirs que la connectivité, c'est possible, des connaissances, qu'on pouvait utiliser de la lumière pour faire transiter l'information. Ça, c'est important. Donc là, je reviens et je vais matiner mon discours finalement de ce qui est pour moi la vraie thématique. Et la vraie thématique, c'est, de mon point de vue, ce n'est pas l'IoT, c'est le management de l'innovation. C'est ça votre vrai problème, à mon avis. Et dans le management de l'innovation, il y a une composante, c'est la culture technico-scientifique. Ça, c'est super important. Et donc, avoir des notions de pas mal de choses, ça peut paraître étrange. On est assez superficiel quand on fait de l'innovation. Et ça, c'est important. Et c'est ce qu'amène ces POC, par exemple, dans le cas du LiFi. Ensuite, ça a amené des peurs également, des peurs ou des attentes. Donc, la radiofréquence est peut-être dangereuse, peut-être que le LiFi, ça va me permettre d'éviter d'avoir des ondes, etc. Et là, on touche à des choses qui sont plus complexes parce que le contexte change, les habitudes changent, la culture change, les croyances changent dans le temps. Donc ça, évidemment, c'est plus difficile à voir. Mais en tout cas, ça a permis de soulever ce genre de débat. Mais ce qui est important, c'est que si on regarde un petit peu le schéma qui peut se passer quand une technologie émerge, et c'est le cas pour l'IoT, c'est la même chose.
c'est que le Wi-Fi est arrivé, tout le monde a voulu se connecter, c'est plus simple que le Wi-Fi, les gens veulent éviter les ondes. Donc ça, c'est on va dire, le raisonnement, l'espèce de vision globale de départ. Et puis après, on teste, et puis on se dit, c'est peut-être pas si pratique. Et puis finalement, on se rend compte que les gens, oui, les ondes, ils ont tous un smartphone, ils sont tous baignés dans plein de réseaux. Est-ce que c'est finalement si important que ça? On ne sait pas trop, en fait. Mais ce que ça amène à la fin, c'est qu'on affine le besoin. Et à chaque besoin affiné va correspondre en fait à une segmentation de besoins. Et cette segmentation de besoins va appeler une technologie. Et donc, on va assez rapidement voir un découpage se faire, enfin, au bout de quelques années, ça prend en général 4-5 ans, un découpage se faire en ayant des technos qui sont associés à des fonctionnalités, des contraintes et donc des types d'utilisateurs. Et donc, il y a des réseaux basse consommation qui sont arrivés, le Wi-Fi, etc. Je ne dis pas que le Wi-Fi est à la base de tout ça, ce n'est pas vrai, mais ça aurait pu être le cas, peu importe, ça aurait pu fonctionner comme ça. Donc, les technologies disponibles, elles imposent leur segmentation des besoins, donc des usagers. C'est là que ça devient un peu compliqué, l'innovation, parce que finalement, on ne peut pas dire je vais interroger les gens sur ce qu'ils veulent, je vais les segmenter en petits morceaux, je vais les catégoriser, puis ensuite je vais leur associer à chacun une technologie qui répond à leurs besoins, et puis tout le monde sera content. C'est plus compliqué que ça parce que la technologie, elle impose aussi son rythme, puisqu'il faut la développer, il faut investir dedans. Donc du coup, le serpent se mord un peu la queue, et c'est comme ça qu'on en vient à mélanger besoin et demande, à plus savoir finalement entre la poule, entre la technologie et le besoin et l'homme, qui est arrivé le premier. On ne sait plus trop. Et donc ça, c'est une des grandes difficultés qu'on doit affronter dans tous les projets d'innovation, et l'IoT n'y échappe pas. Et l'IoT a une caractéristique en matière d'innovation, c'est que c'est pratiquement ce qu'il y a de plus complexe qu'on peut faire en innovation. Donc, quand on n'a pas de culture de management de l'innovation, je pense que c'est très difficile d'aborder correctement des projets d'IoT. Je pense que le discours de Spark Lab est un discours d'innovation et de management de l'innovation, et un très bon discours. Et il aurait pu coller à d'autres problématiques technologiques. Mais là, on rajoute en plus une couche complexe, puisqu'il y a de l'électronique, de la radiofréquence, du software, de l'humain, de l'économie, de la data. Et donc, il y a beaucoup de choses. Donc, on va dire c'est la ceinture noire de l'innovation. Vous rentrez en ligne des champions directement. Voilà. Au final, la maturation, elle entraîne la formation de couple optimaux, ce que je disais tout à l'heure, et puis ça fait émerger, et ça a été expliqué avant moi très bien, un certain nombre d'une vision fonctionnelle en fait, qui va amener vers la valeur, une vision des services qu'il faut avoir pour un segment donné, une vision aussi des comportements, des contraintes et puis des problèmes budgétaires. Voilà ce qui va revenir à chaque fois. Et notre but, et c'est exactement ce qui a été dit avant, c'est-à-dire, moi je souscris à 100%, c'est la valeur. Il n'y a pas de… moi j'ai entendu tout à l'heure dans l'arbre, quand vous faisiez l'arbre, j'ai entendu dire les capteurs c'est cher. Moi j'en sais absolument rien si c'est cher. Je connais un ami qui s'est acheté une Rolex à 20 000 €, il trouvait qu'elle n'était pas chère parce qu'elle était en promo. Donc je ne sais pas, est-ce qu'une montre à 20 000 € c'est cher ou à 10 €? Voilà, j'en sais rien en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir finalement, si on regarde la petite équation, moi je me casse les dents depuis 20 ans sur cette équation, quels sont les services perçus par les gens que je vais leur amener, quelles sont les contraintes, parce qu'on doit amener des services, mais on n'a pas le droit à des contraintes, on y reviendra sans doute, sur le cycle de vie total. Je crois que très souvent en innovation, on a tendance à penser à l'usage, mais il y a beaucoup d'autres phases qui peuvent être déterminantes. Pour faire simple, l'usage, ça crée de la valeur. Les autres phases sont toutes susceptibles d'en détruire et de la détruire très rapidement. Et vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et puis tout ça, c'est divisé par ce que ça coûte. Voilà. Donc, dans l'absolu, ce que ça coûte, ça ne veut rien dire. Dans ce ratio, ce que ça coûte, ça intervient et ça va finir par donner la valeur. Et puis la valeur, elle va correspondre ou pas à ce qui est attendu. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça ne vous aide pas autant. Je n'ai pas beaucoup d'apports méthodaux à vous donner maintenant, mais c'est plutôt de la sensibilisation de base. Et après, pour finir là-dessus, sur les segments, on va avoir, et ça c'est important aussi de le dire, parce que vous entendez un discours sur les startups qui vous excite tous énormément, tout le monde. On a l'impression que tout le monde doit monter sa startup, on a l'impression que tout le monde lève 50 millions d'euros tous les matins. Je ne suis pas du tout sûr que ça marche comme ça. Mais en tout cas, c'est un peu ce que les médias qui attisent en permanence. Si vous ouvrez les Échos tous les matins et que vous êtes un patron d'une grande boîte du CAC 40, vous avez, quoi que vous fassiez, vous avez vraiment l'impression d'être en retard. Ce qui est faux, en fait, parce que la réalité de l'avancement des entreprises, elle n'a rien à voir avec le système médiatique, fin de la parenthèse. Mais ce qui est important de voir, c'est que dans ces startups, très souvent, pourquoi elles sont en échec? Parce qu'elles ne font pas ce travail, justement, que vous voyez là,
qui est le travail de scinder les différents services, les différents besoins qu'on avait au numérateur. Donc, je ne rentre pas, une fois encore, on n'a pas le temps dans les détails de la méthode, mais il faut effectivement, et ça a été déjà évoqué avant, une fois de plus, bien déterminer ce qui sont des facteurs indispensables. On ne vend pas de la valeur et un coût supplémentaire à des gens pour leur faire différemment ce qu'ils avaient déjà, ou pour leur amener une solution d'innovation qui va leur détruire des choses qu'ils avaient déjà et qui étaient acquises pour eux. Sinon, vos utilisateurs à l'usine Renault Trucks, ils vont vous dire « avant, j'avais un papier, un crayon et ça faisait aussi bien ». Et ils auront complètement raison. À l'autre inverse de cette pyramide, qui ressemble un peu à la pyramide des besoins humains, vous avez tout en haut, ça c'est la spécialité des startups, c'est d'arriver avec des facteurs bonus. Alors, les startups, c'est normal, ce n'est pas de leur faute, elles doivent anticiper. Et pour anticiper, si je viens avec les facteurs d'aujourd'hui, je vais me prendre le mur de la concurrence. Donc, je suis toujours, un peu comme en surf, il faut que je commence à ramer avec mes mains avant que la vague arrive, sinon elle passe en dessous de ma planche. Donc là, j'ai des facteurs bonus qui sont des choses pas indispensables, qui deviendront sans doute, parce que tous les besoins qu'on a dans son activité de tous les jours sédimentent, ils descendent cette pyramide en permanence. Ce qui était bonus aujourd'hui deviendra moteur demain et deviendra indispensable après-demain. Et donc, toute la question de ce qu'on appelle le time to market, c'est-à-dire à quel moment j'amène quoi, elle est là, elle est posée à travers ce que vous dites quand vous avez parlé au départ de ROI. C'est ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est perçu par vos dirigeants comme des facteurs bonus. Et vous êtes persuadé que ça va devenir des facteurs moteurs, mais vous n'êtes pas en mesure de les convaincre de ça. Et ça, c'est important de pouvoir exprimer avec des outils simples, je pense, des représentations simples, quel est le niveau de besoin et quelle valeur ont chacun des besoins. Et donc ça, ce petit outil-là, un petit peu comme certains autres qui ont été montrés avant, peut être utile pour ça. Alors, je vais vous parler d'un projet. J'espère vous faire sourire. C'est un super projet IoT d'une entreprise qui fait 2-3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui a débouché sur pas d'IoT en fait. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que c'était intéressant de vous en parler et pour bien appuyer sur le fait que je vous parle de management de l'innovation. Et tout ce qu'on vous a dit avant, que Spark Lab vous a dit sur l'humain, a une énorme importance, en l'occurrence dans un projet comme ça, et je vais montrer en quoi il a dérivé. Le sujet, c'est des disconnecteurs de réseau. Donc, Bertrand connaît très bien, à mon avis, ce genre de produit. Donc, ce sont des produits qui permettent, en fait, en cas de risque de pollution sur un réseau privé, de le déconnecter automatiquement du réseau d'eau publique pour éviter que la pollution s'y propage. C'est quelque chose qui est obligatoire et qui fait gagner beaucoup d'argent à certaines personnes puisqu'il faut les contrôler. C'est une obligation réglementaire tous les ans. Je vous rassure, 80% à mon avis ne sont pas contrôlés en fait selon la réglementation, mais ça devrait être le cas. Et beaucoup de gens quand même font le boulot de contrôle comme il faut. Et donc, une des grandes questions qui m'a été posée par le directeur marketing Europe de cette entité américaine, c'est de dire, alors il avait fait une grande conférence auprès de ses cadres, et il leur a expliqué demain, la phrase suivante, demain, 70% de notre business, ça sera sur la connectivité. Ça, c'est des phrases comme ça. Comme d'ailleurs, il y a d'autres phrases, la data, c'est l'or de demain. Il y a plein d'injonctions comme ça qui sont envoyées dans les entreprises et qui ruissellent, un mot à la mode, et qui n'ont pas de fondement, en fait, et qui sont potentiellement un petit peu dangereuses. Alors, il se trouve que quand on a démarré cette mission qui nous a été confiée, on s'est demandé qui, entre le propriétaire, l'exploitant, le mainteneur, qui est la cible. Dans un cycle de vie, il faudrait savoir qui fait quoi. Ça, c'est super important. Moi, demain, je construis un bâtiment, je mets un disconnecteur, on a un architecte qui nous écoute. Peut-être sait-il ce que c'est, et encore, je pense qu'un bureau d'études fluides, c'est mieux ce que c'est qu'un architecte en général, mais personne ne sait qu'il a acheté ça. Personne n'en connaît la marque, personne ne sait même où il est des fois, et donc parce qu'il est au sous-sol du bâtiment. Donc, la question, c'est de savoir, avant de connecter, alors, il s'agissait de savoir si quand ça fuyait ou quand il se mettait en route ou quand il ne marchait pas, est-ce qu'on pouvait remonter cette information. On pense à des réseaux bas débit, des choses comme ça, pour ceux qui connaissent la techno, évidemment, puisque c'est des sous-sols, c'est des lieux pas faciles. Et puis, on n'a pas besoin de beaucoup de data, donc ça tombe bien. Donc, pourquoi pas une batterie, un petit capteur, et hop, c'est parti, on envoie ça sur un cloud et puis on récupère ça sur ce qu'on veut. C'est tout à fait faisable, techniquement, pas d'écueil. Mais la question, c'est de savoir pour qui, en fait. Et là, assez rapidement, on s'est rendu compte que dans ce cas-là, qui était érigé comme le cas phare en fait, de l'entreprise pour mettre en place la grande politique d'IoT, que l'intérêt était proche de zéro pour personne, en fait, sauf pour une personne qui était le mainteneur.
Et le mainteneur, ce n'est pas le propriétaire, ce n'est pas celui qui paye la facture d'eau, ce n'est pas le propriétaire de l'installation, c'est quelqu'un d'autre en fait. Et cette personne-là, on n'y avait pas vraiment pensé au départ. En gros, le mainteneur, qu'est-ce qu'il dit? Alors, c'est vraiment ultra simplifié ce que je vous donne, mais il dit, voilà, moi, si vous me mettez quoi que ce soit de connecté, il faut que ça résiste à mon environnement de travail. Si vous me mettez quoi que ce soit de connecté, il faut que ça m'aide à être productif. Et puis, en 3, si éventuellement ça pouvait m'aider à ne pas me déplacer, ça serait pas mal. Alors, c'est comment dire, un petit clin d'œil, parce qu'un mainteneur, il appartient parfois à Veolia ou à des filiales spécialisées, et ne pas se déplacer égale pas de chiffre d'affaires. Donc, il faut faire aussi très attention. Ce n'est pas parce que les gens vous disent quelque chose que c'est vrai. Donc là c'est à prendre avec des pincettes. Je ne suis pas du tout sûr qu'il ait envie de ne pas se déplacer parce que sinon, il est au chômage. Donc là, en tout cas, ce qui est remonté, c'est ce qui nous intéresse, c'est au milieu de la pyramide, c'est l'aide à être productif. Quand on veut l'aider à être productif, je vous passe les détails qui sont de toute manière confidentiels. On n'a pas trouvé comment la connectivité allait l'aider à être productif. Au final, ce que ça a donné, je vous le fais très rapidement, c'est une application mobile de productivité qui permet, en fait, c'est un petit service par abonnement et qui va permettre aux mainteneurs de pouvoir faire ça, de gérer entièrement ces interventions, les planifier, effectuer ces vérifications dans des environnements sévères sans se tromper, en étant bon au niveau de la réglementation et envoyer directement au service de l'État les certificats de contrôle. Donc, en fait, il a toujours la possibilité de facturer autant à son client. Pour autant, il ne va pas avoir tous ces papiers qu'il avait avant. S'ils se mélangeaient, ils avaient des papiers partout dans leur camionnette, etc. Et donc, ils ont vraiment gagné de la productivité. Je passe sur tout ce qui a été dit avant. Moi, je souscris encore une fois totalement à ce qui a été dit sur le fait qu'il fallait bien observer. Donc, il y a eu énormément de phases d'observation. Il y a eu énormément de maquettage. Il y a eu énormément de chronométrage parce que si on vend de la productivité, il faut la mesurer. On reviendra sur le ROI encore une fois. Mais aujourd'hui, ce service est vendu, il est commercialisé. Pas autant qu'il voudrait, mais on va y venir aussi. C'est un autre problème qui a déjà été évoqué. Alors, là, je suis allé assez vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai eu la chance de pouvoir entendre la très bonne présentation d'avant et de voir votre arbre. Donc, je me suis dit, tiens, je vais utiliser mes expériences pour essayer de répondre tout de suite à un certain nombre de choses avec mon expérience à moi. Et je n'ai pas la science infuse. Et je vous ai classé un petit peu certaines de vos questions je vous ai mis un petit peu ce que moi j'estime être des règles et qui pourraient répondre ou amener des prémices de réponse aux questions que vous avez posées au départ. D'abord, d'un point de vue de la méthode. Vous avez beaucoup parlé de ROI au départ. Donc ça, on peut dire que c'est vraiment quasi général. Et je comprends tout à fait. Maintenant, je vais être méchant avec vous. Le problème qu'on a, et ça, c'est un problème de management de l'innovation. D'abord, il faut vraiment avoir des rudiments de management de l'innovation, se former au management de l'innovation. Aujourd'hui, tous autant qu'on est, aujourd'hui, on traite l'IoT. J'ai fait exprès de vous parler d'autres technos. Ça aurait pu être la robotique, ça aurait pu être autre chose. Et finalement, vous avez un corpus de méthodes qui est le même, une approche qui est la même. Parmi ces méthodes-là, vous avez des méthodes de marketing stratégique, c'est ce que j'ai évoqué avant, mais vous avez aussi l'initiation à la finance. Aujourd'hui, en ce moment, je travaille pour une grande entreprise qui est connue dans le monde industriel, qui fait des connecteurs métalliques dans tout domaine. Voilà, c'est une très belle entreprise familiale d'origine suisse. Et ces gens-là, ils ont un directeur financier. Il y a deux types de chefs de projet innovation. Il y a celui qui sait parler avec le directeur financier et il y a celui qui ne sait pas parler avec le directeur financier. Pour pouvoir parler avec un directeur financier, il faut savoir drafter rapidement un petit compte de résultats de son projet, un petit plan de financement. Et quand on commence à parler comme ça, alors je ne dis pas que ça résout tout et je ne le prétendrai pas, mais ça va commencer à aider un petit peu. Puis après, vous faites comme les startups en interne, même pour les usages internes, c'est la même chose. Vous pouvez faire un scénario optimiste, pessimiste, ou faire ce que font le plus souvent les startups, c'est qu'elles enlèvent le scénario pessimiste et elles ne gardent que l'optimiste, voire le très optimiste. Mais oui, on est un petit peu obligé d'être optimiste pour arriver à convaincre le financier, mais le simple fait de lui amener de la matière financière, d'une vision financière, ça c'est déjà quelque chose d'important. Pensez aux gains palpables et insister dessus, une fois de plus, ça a été dit avant, je suis entièrement d'accord avec ça, donc des gains palpables. Par contre, moi ce que je remarque, alors je ne vous l'ai pas dit, mais moi je monte une start-up et je manipule et j'ai une plateforme IoT, un hub, etc. Donc moi je suis les mains dans le cambouis tous les jours avec des utilisateurs dans un domaine particulier en ce moment, qui n'a pas été cité aujourd'hui et qui ne vous intéresse pas vous.
Et si vous voulez, l'histoire de la data, ça c'est un point important, la data, le data science, etc. Donc ça, c'est des fantasmes médiatiques dans beaucoup de cas encore. La réalité, c'est que l'utilisateur de terrain, l'opérateur sur ligne, lui, ne connaît que ce qui lui rend service au quotidien tout de suite maintenant. Et il n'y a que comme ça qu'on peut amener un ROI. Donc, il faut se débrouiller comme on peut, mais il faut arriver à montrer ça, à le rendre palpable. Tout à l'heure a été aussi montré en fait, les schémas de l'adoption, de la diffusion de la valeur. Il faut absolument, pour moi, que ça se voit et que ça réponde à quelque chose de pratique. Et la difficulté est de leur mettre les pieds dans le pratique et la tête dans les nuages. Ça, ce n'est pas facile du tout et j'en conviens. Rien n'est facile là-dedans. Ensuite, au niveau de l'économie, au niveau des usages, donc il ne faut pas fantasmer les usages. Moi, je vous l'ai dit, hein, je ne vais pas m'étendre, je vais aller accélérer. Au niveau commercial, alors soit vous avez des usages internes de l'IoT, c'est le cas par exemple chez Renault Trucks, où vous êtes offreur, c'est ce qui a été expliqué avant par Spark Lab. Donc, sur les usages, mais ça ne change rien en fait. Dans tous les cas, il vous faut des sponsors. En fait, vous avez dans tout échantillon de population, vous avez 2 à 5% de gens qui sont totalement récalcitrants à toute innovation. Vous avez à peu près 2 à 5% des gens, hein, grosso modo, qui sont complètement férus d'innovation et qui ne voient que des avantages. Et donc, ces gens-là existent dans toutes les organisations, c'est sûr et certain. Vous connaissez tous dans votre organisation Jean-Paul, Raymond, Karim, je ne sais pas qui est plutôt preneur. Dès qu'on lui parle d'innovation, il vient aux réunions, il est d'accord, il est prêt à tester, etc. Sans ces gens-là, vous n'avez aucune chance. En fait, vous devez identifier ces gens-là. Et ces gens-là, alors là, ça se complique, peuvent être partout. Ils peuvent être à la DSI ou pas à la DSI. Ils peuvent être au service méthode, industrialisation. Ils peuvent être n'importe où, en fait. Donc, l'enjeu, c'est surtout de bien savoir où ils sont et de savoir leur parler et de les entraîner avec vous. Ça, c'est fondamental. Ensuite, si vous êtes offreur, quand on voit les usages internes, si on compare l'IoT sur une ligne de production et puis une offre IoT comme celle qui a été montrée sur les ponts élévateurs, vous avez tout de suite compris le problème. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui va trouver les sponsors dans les schémas de fonctionnement des entreprises actuelles, c'est le commerce, hein, puisque pour certains d'entre vous, peut-être des commerçants de votre entreprise vous ont déjà dit que vous aviez l'interdiction de parler aux clients et que c'était à eux de le faire, puisque ce sont eux les seuls interlocuteurs du client. J'ai déjà entendu ce genre de phrase plein de fois. Le problème, c'est que c'est le commercial qui doit lui-même être convaincu, qui va devoir aller chercher les sponsors, sachant que s'il n'appartient pas aux 2 à 5% de gens franchement innovateurs, ça va être compliqué. Enfin, j'espère que je déborde un peu, il est déjà 2 heures, j'accélère. Donc là, ne pas compter sur la force commerciale, ça, en termes de modèle économique, c'est le problème numéro 1. C'est-à-dire qu'à la fin, vous avez une super offre quand vous la vendez et les commerciaux ne font pas le relais. Et là, c'est fini. Donc, ça ne marchera pas. Donc là, il faut absolument trouver un palliatif. Le palliatif qu'on conseille parfois, c'est de recruter une force commerciale spécifiquement. Et comme ça a été dit par Spark Lab, considérer cette activité. Et là, ça se complique comme un modèle économique en soi et comme donc peut-être potentiellement une business unit en soi. Enfin, pensez que la connectivité peut être gratuite et servir à autre chose. Quand vous êtes offreur, vous n'êtes pas obligé de voir la connectivité comme payant. Oui, peut-être que ça coûte un petit peu cher, mais un commercial, il préférera offrir la connectivité pour pouvoir vendre autre chose plutôt que d'essayer de vendre des abonnements à 10 balles par mois de capteurs alors qu'il vend des appareils qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça ne l'intéressera jamais. Ensuite, technologie, attention système générique, moi je me méfie énormément de ça. Les gens qui ont des capteurs à tout faire, qu'on colle partout, je suis très, très, très circonspect. En fait, on se rend compte que la segmentation des usages amène des contraintes très, très particulières qui vont faire que c'est vraiment pas toujours facile. Alors, vous êtes peu nombreux à être disposés à développer votre propre électronique, évidemment. Mais ça, donc, il faut faire attention dans son choix. Il y a une grosse offre, mais il faut vraiment faire attention. Et puis, d'un point de vue logiciel, faire attention à l'évolutivité des plateformes. Et puis, au contrat sur les datas avec vos fournisseurs. Et je pense à ceux qui achètent des machines ou des machines connectées. J'ai vu aussi un certain nombre de fois des problèmes de partage de responsabilités et de partage de propriété industrielle qui n'ont pas été prévus. Et donc, si vous avez un sponsor aux achats, ce n'est pas plus mal non plus, ça peut vous aider. Voilà, j'en ai fini. Excusez-moi, j'étais un peu long. Pas long et même trop court, et désolé pour le temps. Avec Bertrand, on a sous-estimé le temps qu'il fallait. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions qui sont possibles. Ouais, on prendra une après-midi la prochaine fois. Oui, moi, ce que je voulais proposer, c'est en fait probablement à l'issue de cette discussion
certains peuvent avoir des questions qu'ils n'ont pas le temps de poser. Moi, je pense on enverra sûrement un mail pour voir qui a des questions à poser et puis qu'on puisse peut-être prolonger ce dialogue et cet échange au-delà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, sauf si vous avez des questions pour ceux qui veulent rester et qui ont encore un peu de temps. Oui, je sais qu'Aristide doit partir dans 5 minutes à peu près. Donc, bon, après, pour ma part, je peux rester encore une peu. L'école, à 10 vers 10 et quart à peu près. Écart au plus tard du plus tard. Ouais. Enfin, je peux rester encore un tout petit peu si jamais vous souhaitez continuer à parler ou poser des questions. Ouais, sinon, il y a le Slack. N'hésitez pas à l'utiliser si vous avez des questions pour continuer. Ouais, le Slack va être un bon moyen et peut-être aussi un petit CR en envoi, effectivement, en diffusion, pour inciter s'il y a des questions. Et puis partager justement ces questions à Alexandre et Aristide sera un bon moyen parce que je pense que c'est assez riche. Et c'est vrai que le temps est contraint. Ouais. On va donner les... Voilà, oui. Vas-y, Franck. Vas-y. Non, j'allais dire merci beaucoup à Aristide et Alexandre. Ouais. De toute façon, on va transmettre vos coordonnées à tous ceux qui ont participé, puis même à l'ensemble du groupe, même ceux qui étaient absents, comme ça, s'ils veulent vous recontacter, il n'y a pas de souci. Puis c'est vrai que c'était tous les deux. Bon, vous avez apporté vraiment des informations très intéressantes. Après, bon, on voit que ça demande une vision très, très large, très, très complète et pas forcément que porter sur l'IoT. Donc, c'est un très bon message que vous avez passé tous les deux et c'est important. Et maintenant que vous avez goûté à la Dira, si vous voulez regoûter, n'hésitez pas. Ouais. Juste pour ceux qui restent encore, je sais pas si non, c'est quasiment je crois personne qu'on qui est reste à entre nous, l'extérieur. là. Il y en a entre nous là. C'est ce que je viens de voir. Oui. Bon, alors je propose qu'on peut arrêter là-dessus, sauf si vous souhaitez ajouter des choses. C'est tout bon. Merci beaucoup, ok. messieurs. Non, mais merci de l'invitation. Je pense qu'effectivement, ça pourrait être intéressant qu'on fasse aussi un petit rétec. Je pense que effectivement, peut-être qu'on aurait pu élargir un peu le créneau ou c'est vrai que c'est des sujets qui sont riches et quand on est passionné, on aime bien en parler aussi. L'un comme l'autre, je pense, Alexandre. Ça, ouais. Oui, puis je pense qu'il y a plein de personnes qui potentiellement étaient intéressées et qui avaient répondu au premier sondage, Pierre-Antoine, et qui n'étaient pas là aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ça sera intéressant de voir quel partage, quel compte-rendu on peut faire et partager en incitant chacun à poser ses questions pour peut-être étendre le fil de la discussion, quitte à imaginer autre chose plus tard sous un autre format. Mais déjà, peut-être mettre un fil de discussion dynamique, je pense que ce sera bien parce que ça permet de vous mettre en contact en direct aussi, donc ce qui est chouette. Avec plaisir.